شكرا. صباح الخير عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mesdames les ministres, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, Mesdames et Messieurs, chacun par son nom et sa qualité, je suis très content de participer avec vous suite à une invitation d'une grande amie, Mounia, et on s'est connus dans une autre conférence, et en tout cas je vous remercie d'avoir fait le geste, et je suis très heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui pour, avec Mesdames les ministres, peut-être faire l'ouverture de cette rencontre qui est vraiment importante parce qu'elle aborde un sujet où vous avez essayé de trouver le point de rencontre entre des qualités intrinsèques et inhérentes à l'être humain et dans lesquelles on veut tous se projeter. Le leadership, c'est un grand sujet qui se pose aux deux sexes, donc il n'est pas exclusif à la femme, mais peut-être qu'il se pose différemment selon les contextes et selon les environnements. Et puis vous avez posé une deuxième grande question qui est celle de la résilience et qui touche non seulement le parcours individuel, professionnel ou personnel d'une personne, mais il va au-delà pour aller à la rencontre de ce qui nous dépasse, de ce qui transcende, je dirais, une vie à l'échelle d'un être humain qui est celle d'une nation comme notre pays. Et donc je voudrais m'arrêter évidemment sur les deux sujets, faire un petit lien rapidement avec ce que nous faisons en tant que nation pour pouvoir contribuer modestement à la réflexion que vous voulez mener aujourd'hui. D'abord, le leadership est une question qui se pose différemment selon les contextes et selon les environnements. Nous en avions parlé dans une autre conférence. Pour moi, l'une des définitions les plus abouties du leadership est très simple. Un leader, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité du monde qu'il contribue à créer. Donc, leadership est indissociable de responsabilité. Pour les ingénieurs, et on peut dire que c'est une formule presque circulaire, vous prenez la responsabilité de ce que vous arrivez à créer, mais en fait, c'est une spirale de responsabilité qui vous aide à grandir, à impacter, tout en guidant votre propre parcours en matière de leadership. Et donc, quand vous décidez d'être ingénieur, effectivement, nous l'avons vécu pour ceux qui sont ingénieurs parmi nous, je suppose que la majorité l'est ici, dans cette salle, vous avez pris, et j'en fais partie, une responsabilité par rapport à ce que vous vouliez faire et la façon avec laquelle vous approchiez ou nous approchions le monde, surtout à un moment où nous nous projetions sur le plan professionnel. Et après, effectivement, on découvre plein de choses. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui sait faire un certain nombre de ruptures importantes. C'est quelqu'un qui va se surpasser en questionnant un certain nombre de dogmes qui s'imposent et qui sédimentent au fur et à mesure qu'on mène notre vie. La première chose, c'est la relation. Et là, je fais référence à un corpus conceptuel du leadership qui s'appelle Adaptive Leadership, qui est l'une des dernières théories mises en pratique et largement diffusée et surtout avec énormément de résultats. Donc la première chose, c'est questionner la relation avec le passé, avec ce que les théoriciens appellent avec les ancêtres. Alors il faut prendre ce mot ancêtre dans son acception la plus large. Ça peut être les parents, les grands-parents, un professeur qui vous a enseigné, un instituteur, comme ça peut être les origines, etc. Cette capacité à questionner notre relation avec avec nos ancêtres nous permet d'identifier les aspects de notre identité qui nous renforcent, mais éventuellement être un petit peu critique par rapport à des aspects qui peuvent nous inhiber ou nous empêcher de faire de grands pas parce qu'on est prisonnier d'un certain nombre de réflexions qui peuvent être révolues, qui peuvent appartenir à d'autres époques, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nos ancêtres ont fait énormément de choses, mais s'ils ont pu réussir, c'est parce qu'ils l'ont fait en ayant une analyse très précise et très pertinente par rapport au contexte dans lequel ils vivaient et par rapport, aux projections qui devaient être les leurs à l'époque. Alors, reproduire texto, ou ressasser des vérités
du passé ne nous aident pas forcément à avancer dans l'avenir. Donc il nous est demandé, dans l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans laquelle nous avons pu traverser la Covid-19 par exemple, beaucoup de nos ancêtres n'ont pas traversé une épreuve aussi systémique, aussi globale, aussi impactante. Nous avons traversé des crises importantes, donc il appartient à cette génération, celle qui vit aujourd'hui, celle qui est aux commandes aujourd'hui et celle qui aspire à la responsabilité et au leadership aujourd'hui, de se poser cette question pour pouvoir se libérer de ce qui pourrait nous inhiber, tout en investissant les éléments de notre identité qui nous renforcent. La deuxième, loyauté. Donc, c'est la première loyauté qu'un leader doit questionner. La deuxième loyauté qui est fondamentale et qui est importante dans le métier d'ingénieur et que nous avons tous dû traverser d'une façon ou d'une autre, c'est la loyauté par rapport au travail, par rapport au job que nous faisons et qui peut aussi façonner notre façon de voir l'avenir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se détacher des règles, du rythme et je dirais on ne va pas appeler ça coquille parce que la coquille a forcément une signification peut-être péjorative, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Du cadre, allez, disons les choses comme ça, pour rester dans un langage scientifiquement neutre, du cadre dans lequel nous avons démarré notre carrière, démarré nos perspectives avec les rêves qu'on avait, avec les intentions, avec les aspirations, les soifs, etc., et les fins accessoirement dans le sujet. Donc, le problème qui se pose en général, c'est qu'effectivement, nous sommes façonnés forcément par notre trajectoire professionnelle, par la façon avec laquelle nous confrontons l'exercice de la fonction du job en général, d'une part, et d'autre part, le miroir social que ce job, cette fonction offre. Et je peux dire que des fois, et dans un certain nombre de pays, et notamment comme le nôtre, c'est assez lourd comme poids. Et donc, quand vous vous définissez, quand nous nous définissons par rapport à ce miroir social, dans lequel il y a un certain nombre de règles, ça va de la voiture qu'on vous donne ou pas, du salaire qu'on vous donne ou pas, du bureau ou l'étage qu'on vous donne ou pas. Vous voyez très bien de quoi je parle, mesdames et mesdames. Hein? Voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir questionner cette loyauté par rapport au job. Et en questionnant cette loyauté, on peut faire des pas différents et opter vers des perspectives et des choix complètement différents dans la carrière, en rupture par rapport au confort dans lequel nous pouvons nous installer. C'est valable pas que pour les ingénieurs, mais pour tous les métiers. Et donc, un ingénieur qui était dans le travail salarié, au passage, je suis ministre de l'Emploi, donc, et qui veut aller vers l'entrepreneuriat, est un ingénieur qui peut se poser la question très tardivement, contrairement à d'autres profils. Parce qu'en étant ingénieur, on est dans une situation très confortable et qui peut s'améliorer de façon relativement rapide par rapport à d'autres métiers. Entre le confort financier, les avantages, tous les calculs que vous n'avez pas à faire et surtout, le rang social que cela vous procure, vous allez peut-être vous dire non, je n'ai pas besoin de faire. Or, il y a peut-être des périodes dans la vie où il faut expérimenter ce qu'on a lieu d'expérimenter. La même chose se dit entre l'entrepreneuriat, entre l'académique, en tout cas. Et donc l'idée ici, en questionnant cette deuxième loyauté, c'est de pouvoir faire des choix, les anticiper. L'idée n'est pas de faire forcément un choix vers l'une ou l'autre des directions, mais l'idée c'est de se poser les bonnes questions et de ne pas être prisonnier dans le cadre du syndrome de la bonne réponse, pour lequel on peut être critiqué aussi en tant qu'ingénieur, au lieu du syndrome de la bonne question. Et beaucoup d'ingénieurs, effectivement, s'ils brillent, c'est parce qu'ils se posent la bonne question. Troisième et dernière loyauté à questionner dans le cadre d'un processus de leadership où nous voulons, chacun veut prendre la responsabilité du monde qu'il contribue à créer, c'est la loyauté vis-à-vis de la famille. Et pour la femme ingénieure, c'est encore peut-être plus difficile parce que une femme ingénieure est une femme qui a des responsabilités importantes, forcément sur le plan professionnel, et forcément au fur et à mesure. Et dans le cadre d'un certain nombre de règles, de codes sociaux, que je ne commente pas, hein, l'idée n'est pas là, mais il y a forcément des équilibres, il y a forcément une bande passante en matière de temps qui va se poser, des contraintes qui vont se poser pour pouvoir avoir une vie, on va dire, entre guillemets, équilibrée. Chacun choisit son équilibre, ses équilibres.
chacun a la liberté de le faire. Mais de toute façon, je pense que la question est posée. Donc être ingénieux dans la définition, la redéfinition, le questionnement, le redéploiement à ce niveau-là est fondamental. On l'a tous, femmes et hommes d'ailleurs, subi, où on a été exposé à ce genre de questions. C'est des choses, ça va de soi. Donc, en questionnant ces trois loyautés par rapport à cette définition du leadership, je pense que nous sommes dans une perspective où l'idée, c'est de pouvoir, je dirais, sortir avec une trajectoire qui doit satisfaire l'être humain que nous sommes et le système de valeurs que nous construisons. Mais la question, c'est quelle est la perspective et dans quelle direction. Parce que diriger, c'est choisir une direction et le cas échéant, on parle de la direction pour la vie et pas forcément seulement une direction simple. Je finis par ce deuxième bloc rapidement pour dire que le rôle de la femme ingénieure ou le leadership de la femme ingénieure pour un Maroc résilient nécessite une bonne compréhension ou une façon de challenger aussi la résilience. Deux façons se posent, à mon sens, pour la question de la résilience. Une première façon, un peu straightforward, qui est celle de poser la résilience comme étant un certain nombre, je dirais, de processus que nous allons mettre en place pour s'assurer en cas de choc, effectivement, que ce qu'il fallait envisager l'a été. Sans rentrer dans les détails, vous êtes peut-être plus expert que moi sur le sujet. Mais la résilience est aussi et surtout, à mon avis, une façon avec laquelle une société doit se comporter. Donc, et ce n'est pas forcément le fait de prévoir qui nous rend résilients. C'est le fait d'investir dans des routines et surtout le fait de prendre le temps de comprendre ses propres valeurs. Parce que la résilience est un comportement qui va résulter d'une confrontation à une ou plusieurs situations qui peuvent être des situations pas très connues et auxquelles nous n'avons pas toujours été exposés. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez prévu, parce que vous ne pouvez pas tout prévoir, surtout face à des choses qui vont nous surprendre dans la vie et à l'échelle d'une nation comme la nôtre, mais c'est surtout en investissant dans des valeurs. Vous savez comment vous allez vous comporter en toute âme et conscience et de façon, je dirais, cohérente avec vous-même. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous remercier pour la qualité de votre intérêt et de l'écoute. Et je n'ai volontairement pas versé dans les grands chantiers de notre pays. Je pense que nous avons deux brillantes ministres qui en parleront avec énormément, je dirais, de passion, parce qu'elles le font chaque jour avec les autres ministres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir donné le privilège en tant qu'homme d'intervenir en premier.